Et nous sommes maintenant avec Isabella, qui est membre du jury de Africlap, et Chérif, qui est un producteur de séries entre l'Afrique et l'Europe. On discute. Bonjour Isabella. Bonjour, bonsoir, il n'y a pas de souci. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Question que je voulais te poser, quand on est membre du jury, Oui. Et qu'on a autant de films si différents, de cultures si différentes, est-ce que tu sens une africanité quand tu vas juger ou c'est encore très clivagé? Comment tu ressens tout ça? En fait, bon, déjà, c'est un festival de films africains. Donc, c'est le point commun de tous les films que j'ai pu visionner jusque-là. Et quand je regarde, bon, après, je vais pas me dire ça vient de tel pays, donc je vais me concentrer plus par rapport à l'autre pays. Non, je regarde vraiment de manière neutre, en tout cas, les différents films, l'histoire, comment c'est le scénario, comment c'est raconté, comment c'est joué. Enfin, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Et puis, c'est toujours un régal, évidemment, de voir un film, pas de l'africain en plus. Que demander de mieux. Mais c'est quelque chose qui est récent quand même. C'est pas quelque chose qui se fait. C'est très récent ce genre d'attitude. Récent, c'est-à-dire en tant qu'africaine, tu juges un film africain quel qu'il soit. Oui, après oui, j'ai pas été membre de jury de films, de plusieurs films en tout cas. C'est oui, c'est récent, c'est nouveau, parce que c'est déjà arrivé aussi que je me retrouve de l'autre côté. Étant donné que je suis comédienne, à la base, je suis comédienne et humoriste, donc voilà. Donc, après, oui, c'est bien de se retrouver également de l'autre côté pour pouvoir juger ce qui se fait. Et je peux vous dire qu'il y a de très grands progrès qui se font parce que les films sont vraiment très bons et le niveau est très élevé. Super. Chérif, en tant que producteur, réalisateur de court-métrage, de série, une série en plusieurs épisodes, qu'est-ce que tu attends d'un jury, d'une critique africaine, une critique panafricaine? Alors, je pense que les jurys vont pas, je vais dire critiquer, ils vont plus donner leur point de vue, faire leur truc. C'est le public qui va plus critiquer et faire des trucs comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que c'est justement ça. Moi, je pense que c'est des critiques qui parfois être positifs en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois parce que comme on dit, l'unanimité est impossible. Hein, donc, il faut que des personnes puissent aimer, d'autres non. Et c'est ça qu'il faut en fait. Et l'essentiel, c'est de donner quand même quelque chose de bien et d'être quitte avec ta conscience. Moi, je pense que c'est plus ça en fait. C'est ma façon de voir en tant que réalisateur aussi. Voilà. Et le fait d'être, quand on réalise, quand on crée, le fait d'être jugé par son continent, c'est aussi quelque chose de récent. Donc on se dit, ok, il y a le jugement national et le jugement continental. Aussi, ça c'est touchant, ça c'est nouveau. Et du coup, moi je le ressens bien. Et si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez en dire quelque chose? Le fait d'être jugé quelque part, c'est ça, hein, par ses compères, par ses pairs, quelque part c'est bien également puisque de toutes les façons, étant donné qu'on vient tous de l'Afrique, qu'on soit né ici ou pas, dans tous les cas, ce sang-là qui circule dans nos veines, c'est ce sang-là. Donc je veux dire, c'est vraiment très intéressant et on regarde même d'un autre œil, on découvre énormément de choses et oui, c'est une fierté de voir tous ces films-là que j'ai vus, la qualité de ces films-là. Mais j'étais tellement ravie de voir ça et que ça continue quoi. Belle image, donc belle entrée en matière. On attend le jury qui va être très bien et qui va nous faire une très belle sélection. Donc voilà, une belle connexion Sénégal, Côte d'Ivoire, Algérie. On vous embrasse. Bisous. Avec nous dans le festival Africlaps, ici on a Dragos, ici, qui est professeur à Bordeaux et qui est en même temps réalisateur, anthropologue aussi. Et on va parler de ce rapport-là très important au niveau de l'origine, au niveau de la création artistique africaine qui doit s'adapter à son histoire. Merci d'être avec nous. Merci. Et pouvez-vous nous dire votre nom de famille, Dragos? Alors, mon nom de famille, c'est Ouedraogo.
et mon prénom c'est Dragos. Et l'importance de l'anthropologie aujourd'hui dans la création africaine. Alors, l'anthropologie, c'est la discipline qui s'intéresse aux hommes, aux femmes, aux populations dans leur environnement socio-culturel. Donc c'est une discipline qui est très importante parce que ça permet de comprendre comment l'homme vit dans son environnement et qu'est-ce qu'il en fait, comment il construit des relations sociales, des relations de parenté, mais des relations liées aussi à l'activité économique, à l'activité politique, à l'activité sociale. Donc cette discipline-là, elle est très importante, d'autant plus que au départ, on parlait plutôt d'ethnologie, et l'ethnologie a été introduite en Afrique par le système colonial. Parce que le colonisateur, lorsqu'il s'est intéressé au territoire à conquérir, pour exploiter surtout les ressources économiques, les ressources minières, les ressources agricoles, il a prétendu au départ que les populations qui vivent dans ces contrées, qu'on dit sauvages, c'était des peuples qui n'avaient pas de culture, qui n'avaient pas de civilisation. Et donc la colonisation s'est présentée comme une mission civilisatrice. Alors pour justifier cette mission civilisatrice, on a d'abord envoyé des explorateurs qui ont découvert ces contrées et qui sont revenus avec des écrits. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, donc ça veut dire que tout ce ça a été faussé. Du coup, il y a au moins 200 ou 300 ans de création anthropologique, ethnologique, qui ont été complètement faussées. Et aujourd'hui, l'Africain doit se redécouvrir. Oui, parce que les premiers ethnologues, c'était d'ailleurs des militaires, c'était des gouverneurs, des administrateurs coloniaux, qui essayaient d'étudier les populations, leurs mœurs, leur culture, mais l'objectif, c'était dans le sens de mieux les connaître pour mieux les asservir. Donc une déshumanisation. Et en même temps, ils ne les connaissaient pas vraiment, parce que ce qu'ils écrivaient ne correspondait pas forcément à la compréhension profonde de les rites qu'ils essayaient de décrire. D'abord, ils ne parlent pas nos langues, ils ne les connaissent pas. Donc, la perception que l'Africain a lui-même de son univers culturel, il ne le maîtrise pas. Mais n'empêche, il y a eu des tas d'écrits, des tas de documents qui ont été élaborés sur ces populations-là, qui sont des représentations racistes, parce qu'il fallait justifier que ce sont des gens inférieurs, et donc une représentation aussi bourrée de clichés et d'exotisme. J'ai dit ça pour les premiers ethnologues, mais après ça a évolué, ça a changé. Mais ce qui fait que aujourd'hui, l'intellectuel africain, nos sociologues, nos historiens, nos anthropologues ont un travail de déconstruction à faire pour rétablir la vérité et surtout restituer aux populations africaines, à la jeunesse africaine elle-même, qui nous sommes, d'où venons-nous et où allons-nous. Voilà, c'est très important. Et encore plus dans le travail créateur, artistique, il faut se décomplexer de tout ça. Donc avancer, et c'est ce que vous faites, vous. Et dans ce domaine-là, les images, le cinéma, la littérature, toutes les formes d'expression artistique et culturelle ont un grand rôle à jouer. Parce que c'est un vecteur qui permet de faire une représentation de nos réalités sociales et culturelles pour que les gens se regardent comme dans un miroir et qu'ils découvrent réellement qui ils sont et non se voir à travers le regard de l'autre. Parce que l'autre, il nous regarde, mais il a des représentations qui ne correspondent pas forcément à ce que nous sommes. Des stéréotypes. Des stéréotypes. Ce regard de l'intérieur, nos cinéastes, nos gens de culture les portent et sont à même de pouvoir, de manière intelligente,
écrire des scénarios, montrer des films qui traduisent non seulement ce que nous sommes, mais nos aspirations aussi. Et se regarder et nous regarder comme nous sommes. Comme nous sommes, avec notre identité profonde, ça ne veut pas dire nous enfermer, parce que nous appartenons au monde. Donc on peut, tout en valorisant son identité profonde, s'ouvrir aux autres dans une relation d'échange et de respect mutuel. Et j'ai envie de même dire que c'est là où le vrai respect commence. Voilà, c'est là où le vrai respect commence et c'est là où il y a des relations d'échange qui enrichissent tout le monde, quoi. Ouais. Très très bien. Et donc du coup vous réalisez là-dessus, vous créez par rapport à cela et avec tout ce background que vous avez en tant que professeur, c'est vraiment très très bien. Quels vont être les projets que vous allez faire et est-ce que vous allez revenir nous voir à AfriClap pour les développer? Oui, bon, maintenant que je connais AfriClap, ça fait la 3e année que je viens à ce festival. En tout cas, j'établis des relations solides de collaboration, d'amitié, et tout ce que je peux faire pour contribuer à ce que ce festival grandisse, je vais le faire, même si je ne présente pas mes films là, c'est pas un problème, mais je serai toujours là pour contribuer à ce que ce festival grandisse, pour montrer ici à Toulouse les diverses facettes des réalités culturelles de l'Afrique à travers le cinéma. Bah merci, grand merci à vous et à vous aussi dans AfriClap avec toute cette profondeur. Merci beaucoup. Dans le cadre du festival AfriClap, festival du cinéma africain ici à Toulouse, on est avec Ange et Christian du groupe Kinkala ici. Et vous nous parlez de ce groupe. Quel est ce groupe? En quoi consiste-t-il? Donc bonjour à tous. Donc Kinkala, c'est un groupe du coup qu'on a formé. Donc Christian Kibongo et moi Ange Minkala. Voilà, en fait on s'est retrouvés sur Toulouse alors qu'on a vécu tous les deux dans la région centre. On s'était jamais croisés alors qu'on avait même des musiciens et des amis en commun. Et on s'est trouvés par hasard, enfin par hasard, si le hasard existe, en fait on a des frères à nous qui nous ont collés en fait, qui nous ont vus séparément et qui se sont dit que deux ça pourrait bien coller. Donc on s'est rencontrés, on a partagé une scène et le coup de cœur artistique a opéré directement. Donc on a vite décidé de travailler ensemble des textes accompagnés par la musique de Christian et de là est né le projet Kinkala. Voilà, est-ce que tu peux en dire plus? Mais tout est dit. Après c'est vrai que moi je suis percussionniste et j'aime la poésie et c'est vrai que j'ai souvent passé du temps à donner vie à des textes d'auteurs anciens, souvent ne plus de ce monde. Et c'était intéressant aussi de travailler avec un auteur contemporain qui, au-delà d'être congolais, mon frère congolais, a aussi une patte contemporaine. Et il gère très bien cette langue de Molière qui nous est commun. Et c'était très facile après de trouver le lien entre notre histoire d'origine congolaise qu'on a loupée à Orléans mais qu'on a construit à Toulouse. Donc il y a eu une émulation naturelle qui a donné ce projet qu'on a commencé au mois d'octobre l'année dernière, octobre-novembre. Et là voilà, c'est les premiers crash tests comme on dit dans le langage, en espérant que ça brûle pas trop et qu'on puisse s'en sortir. Bah, très bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite véritablement. Donc ça me touche aussi particulièrement parce que je suis d'Orléans aussi. Donc on va voir ça, le lien est fait entre Orléans et Toulouse et beaucoup d'Orléanais. Le lien aussi avec la culture occitane. Le Rostania, comme on dit chez nous, la culture occitane et l'Afrique. Est-ce que vous ressentez quelque chose de très fort dans cette région pour pouvoir exprimer cette africanité en vous, dans votre cœur? Bah, de toute façon, le lien il est fait parce qu'il est simplement fait car c'est ici qu'on s'est retrouvés. Donc on lui doit pas mal à cette Occitania. Et c'est vrai que l'Occitan a un point commun avec notre langue, le Kikongo, c'est cette capacité de danser. Quand on parle à Bokabatel, en Chansangu, à Bokabatel, ça veut dire comment tu vas, on veut dire comment tu vas, on dit à Bokabatel, qu'est-ce que tu racontes? Et l'Occitan dit Adieu Kusibat. Il y a ce rapport à la cadence, à la mélodie. Ces deux langues qui sont mélodies. Dans l'expression, elles ont de la mélodie. Juste tu parles, il y a déjà une mélodie proposée en fait. Et c'est vrai que
on a envie aussi, autant qu'on passe par la langue de Molière, mais on a envie aussi de développer de plus en plus des écrits, des traductions. Donc on travaille beaucoup avec des anciens qu'on a rencontrés à Toulouse, qui nous traduisent de plus en plus ces textes en kikongo, ce qui nous fait aussi apprendre mieux notre langue. Et on va trouver un pont à un moment donné avec du tout, je pense, on le souhaite, des Occitans, de façon à ce qu'on puisse aussi mêler notre territoire à ce territoire. C'est le projet à venir. Petit à petit, on va y arriver, le temps qu'avec Ange, on trouve les bons coachs pour faire les traductions, pour faire le travail linguistique. Et c'est vrai qu'Ange, il a des textes et des thèmes qui méritent d'être apportés dans la langue kikongo comme dans la langue occitane. D'accord, très bien. Et je m'adresse à toi, Ange, au niveau du lien linguistique, au niveau de la prononciation de la langue utilisée. Donc pour l'instant, c'est du français et du kikongo. Et ça sera bientôt, je l'espère, du kikongo et de l'occitan. Donc comment on fait pour cheminer tout ça pour arriver à un résultat qui est beau, qui est poétique et qui est d'ici? En fait, moi, pour l'instant, je m'occupe vraiment de tout ce qui est la langue française. Moi, je suis un expert, amoureux plutôt de la langue française, et c'est ce que je maîtrise le mieux. Et c'est vrai qu'en rencontrant Christian, il avait vraiment à cœur de mélanger toutes ces langues. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et j'ai beaucoup aimé cette langue occitane. J'aime beaucoup quand il la chante, quand il la parle. J'aime beaucoup voir aussi sur les différentes scènes qu'on peut animer, parce qu'on anime des scènes pendant lesquelles on invite aussi des Occitans, des gens de tout horizon à déclamer les textes. Et du coup, c'est vrai que je suis tombé amoureux. On en a mis dans notre spectacle de l'occitan, et on a aussi de la langue qui vient du Congo, parce que c'est nos racines. Et moi, ça me fait du bien parce que j'ai un rapport à la langue qui est particulier. J'aime la langue française, j'ai toujours lu, écrit avec la langue française, j'aime la manier, j'aime jouer avec. Et malheureusement, mes parents ne m'ont pas appris ma langue natale. Et donc du coup, grâce à ce projet, ça me permet aussi un retour aux racines. Donc dans notre spectacle, il y a beaucoup de thèmes, de textes autour de cette identité qu'on a envie de retrouver, qu'on a envie de clamer. Et du coup, d'avoir à la fois du kikongo, du français, et de découvrir cette langue occitane que je trouve magnifique, on habite à Toulouse, donc c'est toujours bien d'être baigné dans ça. Et ben voilà, je trouve que c'est un beau projet, et je prends plaisir à jouer entre ces trois langues durant le spectacle. C'est super. Et une dernière question, votre façon de vous habiller, est-ce que vous incarnez un personnage tous les deux? Pour ma part, je m'habille comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis un passionné de mode, ça fait partie de mon personnage. J'aime être moi. Dire des choses qui me ressemblent, dire des choses qui me touchent, qui me parlent et qui me prennent au cœur, comme je m'habille avec des choses... Je marche au coup de cœur. Je parlais du coup de cœur avec Christian. J'ai rencontré beaucoup de musiciens depuis que je suis arrivé à Toulouse, mais c'est le seul avec qui j'ai voulu travailler parce qu'il y a eu ce coup de cœur. Et quand je mets ma combinaison de mécanicien à retravailler, c'est parce qu'aujourd'hui j'avais le coup de cœur pour ma combinaison de mécanicien. Voilà. Mais c'est pareil, c'est que moi j'ai eu un moment de ma vie où on dit que l'habit fait pas le moine. Et c'est la magie de la langue française, c'est ce rapport au deuxième, au troisième, au cinquième degré. Et en fait, avec Ange, j'ai repris envie en fait de m'habiller, c'est-à-dire de trouver. L'habit, c'est un costume, c'est une façon de parler aussi. On parle de l'oralité, mais le costume parle de soi aussi. Tu parles de personnage parce que du coup, il y a personnalité. Et c'est vrai que l'habit, le costume est une autre façon de passer un message ou de conduire sa parole aussi. Et c'est vrai qu'avec Ange, j'ai repris le goût aussi à la sapologie, comme on l'appelle nous, le Congolais, de remettre son corps dans un costume. Donc moi avant je m'habillais beaucoup comme ça, mais je suis en train de faire beaucoup d'efforts pour retrouver aussi cette élégance qui passe par comment je m'habille, parce que je m'habille pour donner ma voix et je me donne à voir et entendre aussi. C'est très bien. Eh bien, on est vraiment très content de recevoir ces deux artistes à l'Afrique-Lap. On espère les revoir. On voit leur énergie, leur engouement, leur passion. Ça, c'est des vrais artistes, j'ai envie de dire. Et pouvez-nous dire où est-ce qu'on va vous retrouver très prochainement? Le prochain crash test, comme on l'appelle, ce sera avec le festival de rue de la MJC d'Ampalo, qu'on appelle aussi la Brique Rouge, qui est fin septembre, je crois dans la semaine du 25 au 29 septembre. Et c'est pas loin d'ici, c'est à 2 km plus loin là-bas, dans le quartier Ampalo.
Ok. C'est super, donc quand tu dis ça pour les gens de Kinshasa, c'est vraiment pas loin d'ici, c'est juste à côté. On vous embrasse très très fort à Afrique Lab et à très bientôt. Merci beaucoup. Dans les années 80, moi quand j'allais au cinéma, en tout cas je suis allé plusieurs fois au cinéma, mais je me posais déjà une question un tout petit peu réfléchie, qui m'est venue plus tard, comme une vraie réflexion. La question de savoir pourquoi au cinéma j'allais toujours voir les films chinois. Pourquoi je ne voyais pas des Noirs jouer, des Africains. Et s'il fallait parler des Africains, ben on les voit au théâtre. C'est-à-dire que c'est des pièces de théâtre où tu vas voir tes propres frères jouer et beaucoup plus de l'humour que du théâtre proprement dit, quoi. Alors donc, je me posais déjà toutes ces questions-là. Et pourtant, le cinéma, il était très vivant à cette époque-là. Au Cameroun, quand j'ai fait quelques recherches sur les archives, notamment sur le nombre de salles que pouvait avoir le Cameroun dans les années 70, jusqu'à la fin des années 80, années 60 par là, je me suis rendu compte, le document que m'avait été produit par le Centre national de la cinématographie, qui en avait 75 salles de cinéma au Cameroun. Qui était prévu non, qui existait. C'était tout simplement extraordinaire. Je dis 75 salles de cinéma au Cameroun. Or, il se passe quoi? Qu'avec l'avènement de la vidéo, toutes ces salles ont disparu, l'une après l'autre. Évidemment, ce n'était pas seulement le problème du Cameroun ou de l'Afrique en général, mais c'est aussi une des difficultés qu'a rencontré l'Europe. Régulièrement mes films en salle au cinéma. J'ai fait le tour, j'ai accompagné mes films. C'était épuisant, c'était prenant, je l'ai fait quand même. Et donc j'ai le statut de distributeur, je l'ai fait. Et je me suis appuyé beaucoup sur un certain nombre de réseaux de gens qui existaient. Les grands frères que voici, que j'ai vu, son premier film, notamment Le Malentendu colonial, c'était à la première édition ou la deuxième édition de Écran Noir. Voilà. Et donc, à cette époque, c'est là où je commence à découvrir les films des miens. Et je me dis, tiens, c'est super. Et donc, quand je viens étudier en France, je me dis, c'est très bien, puisque des débats, déjà, il y en avait plein à cette époque, où on disait que, étant donné que les financements sont toujours venus d'ici, ben, ce sont eux qui ont les droits sur les films, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Et donc, quand j'arrive en France, je me dis, je vais donc voir tous les films. Mais seulement, non, je déchante. Je ne peux ni les trouver à la cinémathèque, ni à la médiathèque José Cabanis. Il y en a quelques rares petits films vite fait, mais le reste, tu te demandes, mais comment tu fais pour voir les films? Quand le FESPACO arrive, je me dis, bon, il y a des sorties, on va les retrouver en France. Mais non, pas du tout. Alors donc, pour moi, la seule façon de partager cette passion, mais aussi de promouvoir nos cultures, c'était de créer des moments comme ceux-ci. Pour mettre le maximum de films possibles, qui montrent toute la diversité ou toutes les diversités culturelles africaines et les problématiques, les questions que nous nous posons, le regard que nous avons sur le monde, mais dans le cadre d'un festival. Et donc les lieux de diffusion, c'est une vraie épine dans le pied du cinéma africain. Et tant qu'on ne l'a pas résolu, l'industrialisation, elle prendra beaucoup de temps. Autant on a des soucis pour les distribuer, mais pour les distribuer, ça passe aussi par des lieux réels qui existent, où on peut vraiment les promouvoir. On organise des projections tous les 2 mois avec des débats où Dragos a intervenu l'année dernière et on est en train de mettre également les journées des cinémas d'Afrique. Je fais un témoignage sur un problème aussi avec la confiance dont Lambert a parlé.
je contacte, je vais taire le nom du réalisateur, parce que pour moi c'est faire une vitrine, pour montrer des films, pas seulement des films du Burkina, mais de toute l'Afrique. Alors nous avons décidé, à la suite de nos discussions, d'attribuer le film du meilleur court-métrage documentaire à un film qui nous a conquis par la force de son propos, la beauté envoûtante de ses plans et la dimension universelle de son message, qui nous rappelle que nous sommes tous reliés au même monde métissé. Le film du meilleur court-métrage documentaire a été attribué à Dan Monker de Sophie Luis, qui est de La Réunion. Alors, une mention spéciale à un film qui brille par son originalité et sa sincérité, et aussi par sa beauté. Et surtout, son message original nous permet de suivre l'itinéraire d'un jeune garçon dans son quotidien. Et chose plus importante, il nous fait accéder à une parole juste qui est éloignée de toute caricature. Mention spéciale au film L'île d'Asie. Nous avons visionné, nous avions 5 films en compétition et il s'est avéré qu'on a tous eu un coup de cœur pour le même film, quoi. Donc en fait on n'a pas dû trop débattre sur qui on allait primer parce que le film qui nous a marqué, c'est un film qui, de par la qualité de son regard et l'admirable construction de la réalisatrice, nous a invités à faire un voyage dans un pays meurtri. Elle témoigne en même temps de l'extraordinaire force des jeunes filles, footballeuses, femmes extraordinaires, qui en pratiquant donc ce sport, le football réservé aux hommes, demeurent espiègles et luttent contre leur liberté. Donc le film concerne donc une réalisatrice qui s'appelle Marva Zen, qui remporte donc avec son documentaire de 79 minutes sorti l'année dernière le prix du meilleur long métrage documentaire, et le film s'intitule Khartoum Offside. Et donc, à côté de ce film qui a eu le prix du long métrage, oui, le Grand Prix, nous avons également eu un petit coup de cœur pour un autre film. Donc, je vais passer le micro à ma collègue pour qu'elle vous en dise un mot. Merci. Donc, on a voulu mettre une mention spéciale à un film qui nous paraissait un petit peu moins bon, mais on avait envie de soutenir le combat de ces personnes qui étaient exemplaires, et aussi pour la beauté des images du film. On a donné la mention spéciale à Amoussou de Nadir Boumouche. Court-métrage fiction. Il y avait 19 films en compétition, donc c'était assez dur. On a beaucoup discuté, et puis finalement il fallait faire un choix. On n'a pas réussi à faire un choix. On a fait 2 choix. Le Grand Prix du jury revient pour, dans la catégorie court-métrage fiction à Efulgod. Efulgod, donc de Iwat Agnassou Getane, qui vient d'Éthiopie, et également à Un air de Cora de Angèle Diabon, qui nous vient du Sénégal. C'était très dur. Ensuite, il a fallu également
faire une mention spéciale. Donc on a donné une mention spéciale également à 2 autres films qui nous ont également plu. Si tu veux, je te laisse... Non, vas-y. Ok. Donc à 2 autres films, donc Territoire, donc de Azim Kasri, et Le Chant d'Ahmad de Foued Mansour. Nous avons choisi ces 2 derniers films parce que ces 2 films traitent donc, du sujet sensible de l'immigration, de la recherche d'identité, de la complexité de l'administration française, entre autres, et du ridicule, tout simplement, de toutes ces règles en fait, qu'on nous impose. Et on a vraiment été touchés par ces 2 films-là. C'est pour ça qu'il fallait, on n'a pas pu en choisir un seul, donc on a pris ces 2-là. Voilà, merci. Nous n'avons pas de fiction, nous étions 3. Moins 2. Oui, voilà. Donc on a quand même réussi à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'il faut... La 3e personne est partie, mais c'est pas pour ça en fait qu'on est fâché. On a quand même réussi à trouver un terrain d'entente parce qu'on avait donc 5 films et bon, dans notre compétition, c'était pas simple. Et donc on a choisi un film qui nous a emballé, mais comme d'autres aussi, mais un peu plus peut-être, certainement même, pour son esthétique, pour le jeu des acteurs, et puis aussi parce que ça concerne une cinématographie assez rare, enfin un pays qu'on connaît assez peu cinématographiquement. Et nous avons aussi apprécié l'originalité du scénario, et puis on a estimé qu'il y avait un bon équilibre entre le film d'auteur et le cinéma mainstream, grand public, quoi. Et donc pour ça, nous avons décidé d'attribuer le prix à un film de Désiré Kaïkopo qui s'appelle The White Line. Et donc c'est un film de Namibie. Et d'autre part, il y a aussi un autre film qu'on a choisi pour donc lui remettre une mention spéciale pour soutenir un scénario qu'on a considéré original et encourager aussi le réalisateur et l'équipe à continuer et à aller de l'avant. Donc il s'agit du film de Franck Thierry Léa Mallet qui s'appelle Innocente. Pour la solidarité internationale, donc j'étais accompagné de 2 grands documentaristes, à savoir M. Ringos et M. Soso. Donc on s'est vraiment mis d'accord sur les choix. Par conséquent, on a choisi, nous avions eu à choisir entre 3 films. Et notre choix a été vraiment porté, effectivement. Et on s'est vraiment mis d'accord sur... attendez que je vous le cite bien. Kandela. Sur Kandela pour l'auteur. Excusez-moi. Pablo Mardones de Chili. Pablo Mardones, Chili. Vraiment, c'est un film pour le traitement. Nous avons vraiment parlé à tous les 3 concernant la fameuse communauté issue d'Afrique installée au Chili. C'est la diaspora africaine et c'est vraiment, là on a été subjugué par le traitement et la façon dont il a amené vraiment le sujet. En tant que spectateur, on a appris beaucoup de choses. Donc bravo Pablo. En tant qu'anthropologue sur ce sujet-là, puisqu'effectivement il s'agit d'anthropologie, d'une mixité d'origine, voilà. Quel est ton point de vue? Ce film, il est intéressant parce que c'est la rencontre entre l'Afrique et les afro-descendants vivant en Amérique du Sud. Et ça, c'est une rencontre très riche parce que les afro-descendants, moi j'ai eu l'occasion d'en rencontrer dans certains pays d'Amérique du Sud, comme en Équateur, au Venezuela, et bon, au Brésil c'est plus évident, mais dans ces pays on le sait moins. Et quand on est là-bas,
on sent une volonté réelle pour ces afro-descendants de rencontrer l'Afrique. Et ce film nous donne l'opportunité de le voir. Et la rencontre, elle est très riche, parce qu'il le traite avec une dimension poétique, mais aussi une dimension de la rencontre de l'autre. Voilà. Merci. La mention spéciale est accordée à Africa Mia de Richard Minier et d'Edouard Salier, deux réalisateurs français qui se sont penchés donc, sur cet échange entre Cuba, qui est fier de son héritage africain, et le pays d'Afrique. Voilà. Nous avons eu à déguster 5 films qui étaient vraiment tous très intéressants. Mais il faut dire, par rapport à la thématique que Bernard vient de lever, qui concernait la mémoire et la transmission, on a été particulièrement marqués tous à l'unanimité par un film justement dans lequel il y a un témoignage sur l'engagement identitaire. Et là, ça concerne les Rionnais. Vous voyez peut-être déjà de quel film je vais parler. C'est un film déjà qui a gagné déjà un prix. Mais en fait, la force dans ce film, c'est la façon en fait dont la mémoire est abordée et comment est-ce que ce peuple réunionnais assume son histoire en fait. Là, il y a un extrait, un exemple d'un des artistes à l'intérieur qui parle de métissage à travers un vêtement, par exemple, qui, de par la pluralité, en fait, nous conduit à l'unicité. Parce qu'il fabrique un vêtement avec 2 couleurs et 2 tailles différentes en disant, c'est cette différence, en fait, qui fait l'ensemble. Parce que pour le porter, on porte ces 2 différences-là. Et donc, je pense que pour la jeunesse d'aujourd'hui, quand on parle de mémoire, on a besoin de ce genre de films, en fait, qui abordent ces questions identitaires qui parfois sont très personnelles ou bien très touchantes, mais qui peuvent servir d'exemple en fait pour dire qu'on peut s'assumer, on peut assumer d'où on vient, qui on est et être fier quoi. Voilà. Donc là, il s'agit du film Dan fond mon cœur de Sophie Luis. Encore. Voilà. Encore. Pour droits et libertés fondamentaux. Nous avons choisi un film, nous étions 3. Nous étions 3. Et c'était un sujet d'actualité, qui reste encore d'actualité, qui nous parle en fait du quotidien des migrants, de ces jeunes qui passent par la Libye, qui y restent, beaucoup qui finalement prennent la mer et qui viennent. On a également apprécié la mise en scène de la réalisatrice à travers son personnage principal qui nous montrait quand même sa force, sa détermination. Et pour nous, il était important de remettre ce prix à ce film pour ne pas qu'on continue à dire « Ah, mais on ne savait pas ». Il est important je pense que ce film gagnerait à être vu. Pour qu'on apprenne encore davantage sur le quotidien et la vie de ces jeunes. Et ce film, le prix pour les libertés et droits fondamentaux revient à Thilo Koto de Valérie Malek et Sophie Bachelier. Je dis merci à tous les membres du jury pour ce travail important qui est un travail avant tout professionnel, beaucoup de temps, d'énergie à consacrer à regarder les films, à les analyser, à échanger, à discuter, poser une semaine de travail, arrêter les tournages pour venir à Toulouse, donner ce coup de main à Africa, je vous le dis en toute transparence. Ils le font bénévolement et je dirais vraiment vous attendez pour eux parce que c'est un soutien important.